Par ailleurs, avant aussi de commencer, je voudrais dire que je me suis posé aussi la question des conditions de ma prise de parole aujourd'hui et ce que signifie prendre la parole comme conférencier dans une manifestation qui est plutôt littéraire et artistique. Dans un espace qui n'est pas le mien, habituellement, une galerie, et devant un public qui n'est pas forcément celui auquel je m'adresse habituellement, qui est plutôt un public d'étudiants et de collègues. Et surtout, lorsque cette prise de parole porte exactement sur les enjeux de cette manifestation artistique. Alors évidemment, je pourrais avoir deux postures que je rejette également. La première posture serait celle du, et ce n'est pas le sens qu'on veut donner à cette soirée, celle du surplomb, la théorie, puis la pratique. Mais je ne veux pas non plus avoir une posture qui serait une sorte de complexe d'infériorité et me transformer en super fan des artistes qu'on va voir ce soir et leur dire tout l'amour que j'ai pour leur travail. Ces deux positions, celle du surplomb et celle au contraire du complexe d'infériorité, me semblent également inintéressantes et par ailleurs, elles compromettent ce que l'école de littérature cherche à faire. L'école de littérature ne cherche pas à mettre en avant une confusion des rôles et je ne vais pas singer le performeur ce soir, finalement, quoique. Non, voilà. En revanche, l'école de littérature cherche à promouvoir une association entre création, action et recherche. Ce qui ne veut pas dire naïvement que toute recherche est créative et que toute création est le produit d'une recherche. Ça, nous le savons tous, je pense. Mais qu'on peut proposer des dispositifs de recherche, action et création. Cela passe par des gestes divers, de l'organisation à la performance ou à la conférence. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui font ces gestes-là. Et le plus vraisemblablement, ces dispositifs sont collectifs. Et je pense que ce que nous faisons depuis une semaine, c'est un dispositif collectif, où chacun travaille avec ses propres gestes. En revanche, tous ces gestes-là sont à la fois théoriques et pratiques. Il y a une pratique de la conférence qui repose sur la théorie, il y a une théorie aussi de la performance. Donc, comme la plupart d'entre vous, c'est au cœur de mon approche que je vais interroger la question des espaces publics, c'est-à-dire au cœur de la théorie, et en l'occurrence aujourd'hui une théorie de l'histoire. Alors pourquoi une théorie de l'histoire? C'est qu'en y réfléchissant bien, c'est pas... Je me mets un peu comme ça parce qu'il n'y a pas de... Enfin, je ne peux pas mettre mes jambes. Donc je me mets un peu sur le côté. Alors pourquoi une théorie de l'histoire? C'est que, en fait, quand j'y réfléchis, il y a très peu de notions qui sont réellement transhistoriques et qui sont réellement globales ou internationales. Aucune de celles que j'utilise moi, dans mon métier de tous les jours, ne l'est. L'auteur, la littérature, l'œuvre, le texte, sont des notions qui sont datées et situées. Il existe par ailleurs très peu de notions qui traversent des champs d'existence aussi divers, mais connectés, que la politique, la culture, l'urbanisation, l'aménagement du territoire ou même la question domestique. L'espace public est une de ces notions. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Je ne dirais pas qu'elle est universelle ou structurante anthropologiquement, mais qu'elle est transhistorique, globale, et qu'elle traverse tous les champs de l'existence. Ces 50 dernières années n'ont cessé de montrer l'importance de ces notions. De 50, car en 1962 est paru un texte dont je parlais tout à l'heure, du philosophe allemand Jürgen Habermas, qui s'appelait précisément l'espace public. Parce qu'aussi, depuis 50 ans, on l'aura remarqué ces dernières années, toutes les révolutions sont passées par une occupation des espaces publics, de Tahrir, au parc Zuccotti, à la Puerta del Sol. Parce qu'on ne cesse aussi de nous répéter que le réseau mondial, l'Internet, est une agora moderne. Et l'agora, c'est, au fond, non pas la traduction, mais le terme dont l'espace public est une traduction. Parce que notre monde hyper urbanisé s'accompagne aussi de la mise en place d'autres espaces que les lieux privatisés. Les parcs, les jardins. On en a vu des parcs aujourd'hui, ce matin. Ou, selon la définition de l'anthropologue Marc Auger, des non-lieux, les aéroports, les centres commerciaux. Parce qu'enfin, c'est certainement ce qui m'intéresse le plus, et ce qui nous intéresse le plus, toute une partie de la production artistique contemporaine investit massivement les espaces publics.
En fait, j'aurais pas dû boire 2 bières avant. Tendance à aimer jamais, mais ça sèche très vite. Quoi. Généralement, d'ailleurs, je ne le fais pas dans mes colloques. C'est peut-être la différence. Le changement d'espace, c'est la consommation de bière avant la conférence. Alors, cette production artistique contemporaine, c'est par exemple celle de notre ami Hassan Darsi, et c'est le cas des performances que nous verrons ce soir, qui réinvestissent des espaces publics. Alors, vous allez me faire remarquer, j'en suis sûr, que je confonds 2 choses qui sont distinctes. L'espace public et ce que sur le modèle anglais on peut appeler la sphère publique. D'un côté, des espaces matériels, soustraits à la privatisation, ce ne sont pas les espaces domestiques. De l'autre, l'arène immatérielle des débats portant sur la chose publique. D'un côté, le jardin, de l'autre, l'agora. Mais cette confusion est volontaire, car cette distinction radicale dont nous évitons relève d'un modèle idéal qu'a construit en partie Habermas, et décrit en partie Habermas, et qui nous empêche complètement de penser ce que je me propose au final d'analyser aujourd'hui, le lien de la littérature contemporaine et des espaces publics. Parce qu'en fait, c'est pas mon titre, ce n'est plus l'espace public de la littérature contemporaine, mais les espaces publics de la littérature contemporaine. Et le passage au pluriel est important, puisque je ne vais plus distinguer une magnifique et admirable sphère publique et des méprisables espaces publics, mais envisager une pluralité d'espaces publics oppositionnels. In which he tried to take into account the unusual situations of doing theoretical blah blah in a space not intended for it, and to an audience that has no basis in it. He also returned to the importance of the theory of public space in the contemporary epoch, and its width of historical inscription. He finally then gets around to the paper's crux, the apparent distinction between an idealized public sphere and concrete public space. Le public de la littérature devient une de ces abstractions en relation avec cette autre abstraction qui est le public peuple de la démocratie. Ce public abstrait trouve dans le public des spectacles corporels, concrets, formés d'individus, souvent grouillants, beuglants, malodorants, potentiellement dangereux, son anti-modèle. Gabriel Tarde, qui est un sociologue très intéressant du début du XXe siècle, dans un livre magnifique mais problématique, qui s'appelle L'opinion et la foule, fait une distinction très nette entre public et foule, qui pourrait annoncer certains des faits que je viens d'évoquer. Je cite Gabriel Tarde. Il dit ceci, et peut-être on comprendra mieux pourquoi certains portent des masques. Dans les sociétés animales, les plus basses, l'association consiste surtout en un agrégat matériel. À mesure qu'on s'élève sur l'arbre de la vie, la relation sociale devient plus spirituelle. Mais si les individus s'éloignent au point de ne plus se voir ou restent éloignés ainsi au-delà d'un certain temps très court, ils ont cessé d'être associés. Or la foule, dit-il, en cela, présente quelque chose d'animal. Et comme précédemment, Tarde écrivait ceci, on dit le public d'un théâtre, le public d'une assemblée quelconque, ici public signifie foule, j'en conclus que nous sommes ici même une foule, et que nous présentons en cela quelque chose d'animal. C'est une mauvaise contemporanéité pour Habermas et pour Tarde, par rapport à la bonne contemporanéité qui est éprouvée dans la lecture des livres et du journal. Car la lecture, que ce soit celle des journaux ou des livres, demeure l'opération la plus noble et la plus emblématique d'un public qui est en marche vers la rationalité. In which he returns to an archaeology of the public sphere, idealized by Habermas, as sticky a situation for the theoretician as the pot of honey is for the bear. Habermas indeed tells him that the literary debate surrounding new books preceded the emergence of a public, democratic political sphere. But for this to have happened, the debate would have had to have gotten out of its limited circle of encounters with public space. In his time, sociologist Gabriel Tarde proposed a distinction between the public and the crowd, the former being spiritual, the latter being us ourselves, animal. But the wee bear doesn't want to be an animal anymore. He has
has been very impressed by Habermas and he wants to be spiritual. Donc à la suite de cela, toute notre représentation du littéraire a été fondée sur une distinction entre ce qu'un historien de la littérature a récemment une distinction entre un système public et un système qu'il appelle réticulaire, un système en réseau. Avec cet implicite que les systèmes en réseau sont au mieux un archaïsme. Ils favorisent une littérature discours contre une littérature texte. Ils rassemblent des foules, ils privilégient les anciennes hiérarchies, les communautés multiples, contre la communauté abstraite et invisible. Les réseaux dans les théories modernes, pas dans les théories contemporaines, sont considérés comme extrêmement négatifs. Or, ce soir, là encore, nous sommes dans un système réticulaire et dans un réseau. Ce n'est pas bien. Nous pourrions avoir honte. Ou alors finalement c'est bien, on pourrait être fier, ou alors ce n'est ni l'un ni l'autre. Car tout simplement la théorie d'une sphère publique abstraite qui s'oppose à des espaces publics concrets ne tient pas vraiment. Son modèle en tout cas a été très largement remis en cause, notamment par la théorie féministe, particulièrement par un texte fondamental pour notre époque, qui s'appelle Repenser la sphère publique, Rethinking the Public Sphere, de Nancy Fraser. Selon elle, le problème ne réside pas uniquement dans le fait qu'Habermas idéalise la sphère publique libérale, mais dans le fait qu'il oublie d'étudier d'autres sphères publiques, concurrentes, non libérales et non bourgeoises. Elle rappelle ainsi que cette sphère publique idéalisée reposait sur un très grand nombre d'exclusions, dont la plus importante, évidemment, était le genre, qui s'accompagnait, cette exclusion, sur une autre exclusion sur la base des critères de propriété, la classe, et des critères raciaux. Inégalité de genre, de classe et inégalité ethnique. Et très significativement, elle rappelle qu'un des enjeux d'Habermas, théoriquement, était d'éliminer la culture de salon, son importance. Culture littéraire s'il en est, et culture très hautement féminisée. Tout se tient. Et culture littéraire qui était par ailleurs le parangon absolu du système en réseau, de cette foule animale dont nous serions ici même les lointains héritiers. On peut donc supposer que l'idéologie de la littérature qui exclut toute pratique in praesentia, en présence, est exactement corollaire de l'idéologie politique et de l'unité abstraite de la sphère publique. Or, selon Fraser, à la même époque, on a assisté à une multitude de contre-publics concurrents au XVIIIe siècle, au XIXe et à la suite, qui comprenaient les publics nationalistes, les publics paysans populaires, les publics des femmes de l'élite et les publics de la classe ouvrière. Et pourtant, selon la lecture que Habermas fait de la modernité, qui nous est tout à fait coutumière, ces contre-publics, appelons-le comme ça, contre-publics concurrents, n'ont pas existé. Tout simplement parce que la sphère publique idéalisée était supposée accueillir tout le monde dans une apparence d'égalité. Mais selon Fraser, l'apparence d'égalité n'existe pas. Soit il y a égalité, soit il n'y a pas égalité. L'apparence d'égalité est un outil pour que les dominés consentent à de nouvelles formes d'inégalité et consentent à une nouvelle forme de consentement. La théorie de Fraser est exactement inverse puisqu'elle démontre que dans n'importe quel type de société, l'apparition et le développement de ce qu'elle appelle, à la suite d'une autre théoricienne, des contre-publics subalternes, rapproche au contraire d'un modèle de participation à l'espace public. Il faut donc distinguer aussi à ce point les communautés des publics. Il ne s'agit pas d'une valorisation d'un communautarisme, par exemple, puisque les publics sont performatifs et temporaires, et qu'on peut appartenir à plusieurs publics en même temps. In which the wee bear, attracted to the Habermasian honey, finds that it has a strange taste. Populated by bourgeois men, his public sphere is no longer looking so hot. The wee theoretician bear no longer has any desire to give up his cute animality. Even more so since feminist theoretician Nancy Fraser is whispering in his ear, telling him that the Habermasian model depends on a fantasy which itself depends on exclusions. Those of gender, class, ethnicity. But next to this idealized public sphere, going for a hegemonic push, there are a multitude of concurrent publics. De nombreuses études historiques en France, en Angleterre, aux États-Unis ont cependant montré combien les deux étaient liés. Combien les ouvriers et les pauvres
ont eu historiquement tendance à pratiquer une approche performative de la littérature. De nombreuses études historiques ont montré combien l'idéal de la littérature était hégémonique mais non total. C'est la différence entre l'hégémonie et la domination. La performance politique, les lectures publiques ont toujours accompagné la diffusion écrite. Elles ont simplement été réduites au silence par l'historiographie majoritaire. On postulera donc que ces moments d'inscription du littéraire dans des espaces publics relèvent d'une logique propre au contre-public subalterne. Il est reproché à ces formes soit de n'être pas de la littérature, mais simplement du bruit ou du gazouillis, soit d'être en quelque sorte communautariste. Or, ce reproche du communautarisme provient de ceux qui ont idéalisé la sphère publique et ne veulent pas reconnaître qu'il existe une multitude d'espaces publics qui sont temporaires et coexistants. In which he tempted to extend Fraser's theory to the literary project, in putting forth the existence of subaltern counter-publics. Since the majority public sphere accentuates silence, the subaltern counter-publics accentuate space, the public encounter, orality. Le public subalterne, considérant le triomphe de la littérature texte comme celui de la classe bourgeoise mâle occidentale, ait pu trouver dans les formes de la littérature discours une voie de mener sur le plan littéraire une lutte spécifiquement politique. Il faut donc chercher du côté des exclusions fondées sur le genre, la classe, l'origine ethnique, un développement de la littérature discours. C'est plus qu'une convergence de lutte. C'est la non-reproduction des outils de domination engendrés par la modernité. Si les exemples ne manquent pas, et en l'absence d'études plus fines, je ne crois pas que l'on doive à la convergence de la subalternité la multiplication des espaces publics de la littérature contemporaine. Je pense que c'est relativement marginal, mais bon, j'en suis pas sûr. Me semble en revanche beaucoup plus développée une autre forme d'approche contre-hégémonique, interne au champ littéraire lui-même, et qui repose sur la distinction entre publication du littéraire dans l'édition et publication du littéraire hors de l'édition. Bien qu'il soit très difficile de produire une analyse systématique du champ éditorial sur un plan global, on peut dégager un certain nombre de traits. D'un point de vue structurel, le marché mondial de l'édition répond aux mêmes caractéristiques que les marchés ultra-compétitifs. C'est-à-dire qu'il répond au modèle économique de l'oligopole à frange. C'est un modèle économique, l'oligopole à frange. C'est-à-dire une concentration de plus en plus importante de la production entre quelques grands groupes devenant mondiaux, et une atomisation d'une petite production qui devient confidentielle. Cela vaut à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Non seulement toute la partie médiane de la production, pour reprendre la terminologie française des films du milieu, est progressivement en train de disparaître, cependant que par ailleurs, la partie recherche est rejetée du côté de l'atomisation de la production, dans les franges. Elle quitte l'oligopole, elle va dans les franges. Les effets esthétiques de normalisation sont tels que la publication de la littérature texte fait de plus en plus question pour une partie des créateurs aujourd'hui. Et de fait, le capital symbolique de la publication par la littérature texte est lui aussi remis en question. Par exemple, lorsqu'un auteur qui vend 20 livres, même s'il est remarquable, trouve 500 auditeurs dans un théâtre, le capital symbolique de la publication se pose. Et la publication dans un théâtre, si le théâtre est aussi une publication, alors ce capital symbolique devient pratiquement aussi important, voire plus. D'autant que de l'autre côté, le tournant culturel des pratiques sociales et le tournant relationnel des politiques publiques, qu'elles relèvent du public ou du privé, encouragent à défricher des champs nouveaux et à conquérir. Sous ces catégories, on peut ranger, là encore, un ensemble très divers et parfois contradictoire de pratiques. Je prends quelques exemples pour finir. Je fais toujours plusieurs conclusions. Aujourd'hui, presque tous les lieux voués à l'exposition, c'est le cas aujourd'hui, hein, mais pas ce que je vais surnommer, tous les espaces voués à la diffusion, aujourd'hui, presque tous les espaces voués à l'exposition ont une programmation culturelle de ce qu'on appelle, à destination de ce qu'on appelle désormais les publics. Or, cette programmation culturelle, ne devant pas reproduire la spécificité d'autres lieux voués à la diffusion d'œuvres à l'attention du public, comme le théâtre, le cinéma, la salle de concert, elle s'ouvre à d'autres propositions qui sont un champ d'exploration ouvert à la littérature discours.
Autre exemple qui peut se superposer au premier. Les politiques publiques s'appuient depuis longtemps sur une idée de la culture comme vecteur de cohésion sociale. C'est longtemps passé par une approche monumentale, on commandait des grandes œuvres sanctuaires qui étaient supposées faire sens pour la communauté. Désormais, ce sont au contraire des approches micro-politiques qui sont privilégiées, favorisant l'inscription des artistes et pourquoi pas des écrivains dans un tissu social donné. Troisième exemple pour finir, l'institutionnalisation de la création littéraire dans ces espaces de transmission pédagogique que sont l'école et l'université. L'enseignant écrivain y est alors moins rémunéré pour ce qu'il publie que pour ce qu'il enseigne. Car évidemment, si j'ai parlé de capital symbolique tout à l'heure, il ne faut pas négliger le capital économique. Dans le cadre de l'oligopolat en frange, en aucun cas, la littérature de texte ne permet à un auteur de subvenir à ses besoins, comme le fait la littérature disque. Comme j'ai beaucoup parlé, je me contenterai d'en renvoyer pour une approche esthétique à l'article que David Ruffel a écrit dans un numéro de littérature qui s'appelle Une littérature contextuelle. Et pour conclure, je dirais deux choses. D'une part, je n'ai pas voulu valoriser à l'excès ces pratiques contre-hégémoniques. Comme chacune de celles que j'ai exposées a son versant le moins captivant à mes yeux. Ça peut être le tournant festivalier, où au fond on ne compte plus que la rencontre physique avec l'auteur, qui est devenu un corps qu'il convient presque de profaner. C'est peut-être d'autre part l'exploitation de la littérature discours par les forces politiques ou économiques. Cette chose est à penser. Mais ce qui marque notre époque, c'est la fin de la représentation unique de la littérature dans sa relation à la chose imprimée et à une sphère publique idéalisée. Une autre représentation se fait jour, celle d'une arène conflictuelle du littéraire, où cette sphère publique entre en dialogue avec une multitude d'espaces publics où se déploient les littératures discours. C'est pas tout à fait fini. The We There thus advances that the multiplication of public literary spaces characterizes the contemporary period. He attempts to understand it. Of course, he returns to the principle of the convergence of struggles, but he doesn't buy into its structural force. He rather believes that the multiplication of counter-hegemonic public spaces is a reaction to the evolution of the literature text and the literature silence in the field of contemporary literature. He comes to believe, in the end, that this multiplication may be explained by the cultural turn of social practices and the relational turn in public politics. The We Bear comes to this conclusion: take the honey and run. Merci.